Bonjour à tous. Je suis vraiment enchantée d'intervenir pour vous parler de ces sujets qui me tiennent à cœur. Donc, l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion, quelques clés pour voilà, penser à ces nouvelles pollutions du ciel, parce que comme on le sait tous, l'astronomie, c'est vraiment un vecteur pour pouvoir parler de toutes les situations sociales que nous voyons. J'ai mis cette photo pour commencer, parce qu'il y a plusieurs sources qui frappent. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, en fait, en bas, à droite, on voit la France, et au-dessus, à gauche, c'est l'Angleterre. Donc, on voit déjà cette énorme mégalopole de lumière. Mais en fait, moi, un truc qui me frappe le plus, c'est une vue qui est de l'ISS, donc de la Station spatiale internationale, mais c'est surtout à quel point l'atmosphère est ténue. Là-dedans, on a tout ce qu'il faut pour vivre, pour que les écosystèmes survivent. L'astronomie, comme vous le savez, c'est une des plus anciennes sciences naturelles qui étudie les objets célestes, leurs évolutions, leurs propriétés, leurs origines, en utilisant plein de choses comme la mathématique, la physique, la chimie, mais aussi la biologie, la géologie et tout un tas de choses. Quelque chose qui est intéressant, c'est que l'astronomie est vraiment née dans l'idée aussi de suivre le temps, en particulier les saisons, mais aussi l'heure de la journée, n'importe quoi, ce qui a aussi permis à l'humanité de se sédentariser et d'exploiter les ressources terrestres. Le deuxième gros point de l'astronomie, c'était d'avoir des repères d'espace, par exemple pour la navigation, mais c'est ce qui a donné aussi l'idée des flux migratoires et donc la colonisation des territoires, donc colonisation au sens large, c'est-à-dire l'exploitation d'un territoire donné. Donc finalement, l'astronomie, c'est un marqueur de l'anthropocène. Et j'aime bien montrer cette image d'un collègue qui s'appelle Stéphane Meder et qui a vu en fait des espèces de coupules, donc c'est en France, en Bretagne, où en fait justement on mettait la position des constellations pour pouvoir repérer le nord et donc ainsi repérer les saisons et avoir tous ces repères de temps et d'espace. Et finalement, une chose qu'on oublie souvent, c'est que la présence des astres fait partie des écosystèmes. Donc, encore une fois, des écosystèmes au sens large. Par exemple, on peut penser à la migration des oiseaux qui se fait grâce aux étoiles, mais aussi évidemment les saisons, la lune, les marées, etc. Donc vraiment, ça fait partie. Alors, ah oui, alors du coup, je n'ai pas les animations, donc ça ne marche pas du tout, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, ce que vous voyez en haut, en fait, c'est la transmission de l'atmosphère, donc l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde, donc de la couleur de la lumière. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a les points que j'ai mis en rouge. En fait, on ne peut rien voir. Donc, ce qui est bien à gauche, c'était des grosses énergies, donc c'est plutôt les UV. Donc, on est content que ça ne passe pas, sinon la vie n'aurait pas pu apparaître sur Terre. Et puis à droite, bon, c'est des domaines un peu moins intéressants. Mais donc finalement, on a accès à 4 grands domaines, disons, quand on est sur Terre. Donc le domaine visible, qu'on voit avec l'œil, ensuite, le deuxième, c'est vraiment le domaine infrarouge. Donc, c'est là où on voit toutes ces bandes à côté de l'arc-en-ciel dans le spectre en haut. En plus, je ne peux pas montrer, je crois. Ah si, je peux montrer. Très bien, ici. Ensuite, on a le domaine dit submillimétrique qui se passe ici. Et ensuite, le domaine radio. Puis ensuite, tout est bloqué. Donc ici, je vous ai mis 4 exemples donc, de détecteurs visibles infrarouge, submillimétrique et radio, et 4 exemples qui vont avec d'observatoires, donc à l'œil nu, à Machu Picchu, et puis le Canada France Hawaii Télescope, l'interféromètre NOEMA et l'observatoire de Nancy en France, le radiotélescope de Nancy. Donc, tout ça, c'est en France. Enfin, non, ça, c'est à Hawaï, mais c'est français. OK. Donc, on peut évidemment aller dans l'espace pour essayer d'observer à ces longueurs d'onde qui ne sont pas accessibles sur Terre. Donc, il y a 2 moyens d'y aller, d'envoyer des télescopes spatiaux ou alors carrément de monter dans un avion stratosphérique comme le projet SOFIA le fait. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on veut absolument rester sur Terre si ça potentiellement paraît assez simple d'aller dans l'espace? En fait, le but de l'astronomie aujourd'hui, c'est d'aller vers plus de sensibilité, c'est-à-dire collecter un maximum de lumière, un maximum de photons, pour voir des objets de plus en plus faibles dans le ciel, mais aussi de plus en plus de résolution spatiale, c'est-à-dire de voir des détails le plus fins possible dans nos images. Donc vraiment avoir des images très, très détaillées. Et pour cela, il faut ce qu'il y a de marqué dans l'encadré ici, d'une part des grandes surfaces collectrices de lumière, donc typiquement des télescopes avec des énormes miroirs, une stabilité mécanique qui est extrême, parce que si vous mettez à vibrer, tout est flou. Il faut pouvoir réparer et mettre à jour les instruments, parce que si on s'est planté à un moment, on doit réparer tout ça. Et aussi pouvoir utiliser les derniers concepts instrumentaux qui sont développés dans le monde entier, dans un temps de mise en service qui est convenable et sur un temps de vie d'opération qui est assez long. Donc, aller dans l'espace avec tout ça, c'est vraiment difficile. Comme on peut le voir avec l'exemple du James Webb Space Telescope, le temps qu'il a mis à être mis en place et les technologies qui sont utilisées à l'intérieur, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait. Voilà. Et en bas, je vous ai mis une timeline pour vous montrer que chaque nouvelle ère astronomique correspond finalement à une rupture technologique. Donc à gauche, vous avez au 19e siècle un télescope que j'ai pris en photo hier à l'Observatoire de Paris de Newton. Et à l'époque, ils utilisaient des fonds en bronze pour ensuite illuminer, placer le miroir. Et on ne pouvait pas dépasser une quarantaine de centimètres.
Après, on a pu apprendre à polir du verre de façon très précise et on a pu atteindre des télescopes qui allaient jusqu'à 3,6 mètres, comme ici au Canada France Hawaii Telescope. Et après, on a encore amélioré notre technologie pour avoir je vais pas le dire en anglais encore une fois, pour avoir des verres encore plus fins qui sont capables de faire des miroirs en une seule pièce de 8,2 mètres de diamètre. Et en dessous, en fait, il y avait une batterie d'actuateurs qui permet de déformer en direct le miroir pour qu'il puisse avoir la bonne forme. Mais au-dessus de 8,2 mètres, le truc se casse sous son propre poids. Donc, c'était plus possible. Donc, aujourd'hui, la nouvelle rupture technologique qui est en cours, c'est plus d'avoir un seul miroir en un seul bloc, mais d'avoir des petits segments hexagonaux qui s'imbriquent les uns aux autres pour faire un énorme miroir. Donc, maintenant qu'on sait qu'on veut rester sur Terre et qu'on sait qu'il y a à peu près qu'on va avoir des gros télescopes, en gros, qu'est-ce qui fait la qualité d'un site astronomique? Donc, le truc le plus basique, c'est la latitude, c'est-à-dire qu'on veut voir les étoiles et on se trouve que les étoiles, il y en a beaucoup plus au centre de notre Voie lactée qui est très visible des tropiques sur Terre. Donc, essayer d'éviter d'aller au pôle, par exemple, ou dans l'hémisphère nord. Évidemment, il faut un ciel dégagé de nuages, parce que sinon, on ne voit pas grand-chose à travers les nuages. Un ciel qui est clair, une météo qui est clémente, mais surtout stable, c'est-à-dire que s'il pleut toutes les 10 minutes, en moyenne, il ne pleut pas beaucoup, mais c'est quand même embêtant. Ensuite, on a quand même besoin d'avoir accès à des ressources en énergie pour pouvoir faire marcher les télescopes, des accès en ressources de fonctionnement, donc à de l'eau, à de la nourriture pour les opérateurs. Et évidemment, un truc auquel on ne pense pas souvent, c'est la stabilité sociale. Parce que là, je vous ai mis en bas à droite l'exemple des riots, des manifestations, des émeutes qu'il y a eu au Chili en fin 2019, donc juste avant la pandémie. D'ailleurs, ça a été un peu difficile à gérer les deux en même temps. Et pendant cette période d'émeute, les observateurs ne pouvaient pas accéder au télescope et les infrastructures ont dû être fermées. Et il y a eu aussi eu un moment des émeutes, ils ont coupé les fibres de communication et on n'a pas pu récupérer les données au centre de récupération des données de l'ESO. Donc là, on voit les 20 000 litres. Il y a 2 camions comme ça tous les jours qui vont à l'observatoire de Paranal au Chili avec 20 000 litres d'eau potable. Ici, vous avez des panneaux solaires qui sont près de l'ASIA, un autre observatoire. Et donc ça, c'est pour vous montrer, pour illustrer la météo. OK. Donc maintenant, je vais commencer. Donc mon plan, c'est de parler des nouvelles pollutions du ciel et j'ai mis en 3 différents segments. Donc, on a parlé du dérèglement climatique, qui est un peu le premier truc auquel on pense quand on pense à pollution. Ensuite, à la pollution lumineuse et souvent, on pense à la pollution du sol vers le ciel. Et aujourd'hui, cette nouvelle pollution qui se développe de plus en plus vite, la pollution du ciel vers la Terre. Et donc, comme on parle d'astronomie au sol, je vais parler de l'astronomie dans le domaine optique visible, dans le domaine infrarouge, submillimétrique et radio. Donc, on va commencer par la courbe la plus importante de la Terre entière, aussi la plus triste, je pense. Donc, vous connaissez sûrement cette courbe qui est aussi appelée la Killing courbe, la courbe de Killing, qui regarde la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique de 1960 à nos jours. Donc, vous avez en orange la moyenne mensuelle avec l'été et l'hiver. C'est pour ça que vous voyez tous les 6 mois cette petite sinusoïde. Et ensuite, la moyenne annuelle en noir. Donc, aujourd'hui, on en est à 415, plus ou moins 1 parties par million. On a gagné 285 parties par million depuis l'ère pré-industrielle. Ça fait un gain de 50%. Voilà. L'activité humaine est responsable de l'augmentation de la concentration du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a plein de preuves, des preuves qui sont physiques, qui sont complètement intangibles. Donc, par exemple, la concentration d'isotopes, ça vient des énergies fossiles. On le sait. La troposphère qui, elle, s'épaissit, alors que la stratosphère rétrécit. Ça ne peut pas être autre chose. Okay, et c'est un des résultats des rapports du GIEC, l'Assessment Report numéro 6, qui est sorti en août 2021, que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, des figures de ce rapport du GIEC qui est sorti en août, c'est celle que vous voyez en dessous, où il y a vraiment le bilan de toutes ces activités humaines sur le réchauffement, parce que, comme on dit gaz à effet de serre, une des conséquences primaires de cette augmentation de gaz à effet de serre est l'augmentation de température de surface de la planète. Ah oui, donc du coup, les animations, là, ça ne marche pas du tout. Un petit rappel que je voulais faire, donc sans gaz à effet de serre, il ferait moins 16 degrés en moyenne sur la Terre, et aujourd'hui, il en fait plutôt 18. Donc les gaz à effet de serre sont essentiels à la survie de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Mais avec l'activité humaine, cette augmentation est de 1 degré plus ou moins 0,1 d'après les derniers rapports du GIEC. Donc, ce que ça donne sur la courbe que vous voyez là, donc vous avez plusieurs centres de mesure, hein, c'est pour ça que vous avez plusieurs couleurs et puis une moyenne glissante qui essaye de lisser les écarts normaux hein, qu'il y a dans le système climatique, qui est un système avec beaucoup d'oscillations, etc.
Et donc, j'ai rajouté des petites dates, parce que je trouvais ça intéressant de mettre en perspective cette courbe. Par exemple, la Première Guerre mondiale, le premier rapport total en 1971, qui avait déjà fait état de la catastrophe qui allait nous tomber dessus. 1982, Exxon, qui est aussi un des plus connus, celui de 71 a été retrouvé il n'y a pas très longtemps, et surtout en 1988, date très importante, qui est la date de ma naissance, rien à voir, mais surtout la création du GIEC. Et je pense que c'est vraiment intéressant de garder ça en tête, parce que moi, ça m'a vraiment marqué le jour où j'ai appris qu'en fait, ça a été créé il y a déjà 30 ans. 33. Ok, je me suis rajeunie un petit peu. En 2006, nous avons eu la crise des subprimes et en 2020, vous savez tous, on a eu la crise du Covid, ce qui nous vaut ces jolis masques. Et en fait, on voit que la courbe, en fait, elle a quand même continué à grimper. Il ne s'est à peu près rien passé malgré toutes ces crises majeures. J'aime bien aussi mettre le premier essai de la bombe A parce que je pense que c'est quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui est très important. Mais on voit que toute cette histoire de l'humanité, elle est lissée dans cette courbe qui continue à monter tranquillement. En bleu, en dessous, je vous ai mis ce qui s'est passé au niveau spatial. Premier lancement du satellite artificiel Sputnik en 1957, premier homme dans l'espace 1961, et homme en termes de genre. Hein. Bref, premier homme aussi en termes de genre sur la Lune en 1969. En 1988, encore une très bonne date, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a la création de l'International Dark Sky Association, donc l'association qui protège le ciel noir. Et ça aussi, c'est très important de se rendre compte que c'était déjà en 1988. 1990, Hubble Space Telescope. 1998, le Very Large Telescope, 4 télescopes de 8 mètres 2, qui nous ont apporté des résultats absolument extraordinaires, les deux, hein, le Hubble Space Telescope et celui-ci, en termes de science. Et un autre événement que je trouve très important, très récent, première image du trou noir avec le Extreme Horizon Telescope, le EHT. Ce que cache cette courbe, en plus de cacher toutes ces petites dates rigolotes, c'est toutes les dimensions et les corrélations qui sont derrière, en termes d'inégalité pour les émetteurs, pour ceux qui en le subissent, évidemment, parce que c'est des effets, là, c'est un effet global, mais localement, il y a des différences. Et aussi, on sait tous que cette courbe, malheureusement, corrèle avec le PIB, l'indicateur de richesse préféré du système capitaliste. Le système climatique. Il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant avec les climatologues, c'est que l'astronomie et la climatologie sont deux sciences qui sont très, très similaires, en fait. Déjà, on a un unique échantillon, on a une Terre, on a un univers, et on ne peut pas vraiment faire d'expérience et dire, on va saupoudrer un peu plus de pression ici, un peu plus de vapeur d'eau là. C'est un système qui est chaotique. C'est des processus non linéaires. Ça veut dire qu'on pousse un tout petit truc et il se passe plein de choses. Il y a des oscillations qui s'entrevêchent et qui vont interférer. C'est une science qui est par définition multi- et interdisciplinaire. Et ces deux observations qui sont souvent menées en milieu isolé. Donc, par exemple, les climatologues qui vont en Antarctique pour faire des carottes ou les observateurs astronomiques qui vont au milieu du Chili, dans le désert, pour faire leurs observations. Le dérèglement climatique, évidemment, il touche tout, hein, l'atmosphère, les océans et les continents. Donc, j'ai mis un tas de choses là avec la température, la salinité, l'acidité des océans. Et quelque chose qui est très important, vraiment, c'est la notion de courant global, que ce soit dans l'atmosphère et dans les océans. Maintenant, le lien avec l'astronomie. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 30 ans d'observatoires astronomiques, hein, comme je vous l'ai montré. Donc, chacun, souvent, viennent avec des stations météo. Donc, on a une très bonne idée de ce qui se passe au-dessus. C'est des données qui sont là et des données qui sont vraiment importantes parce qu'elles sont justement dans ces milieux extrêmes, souvent dans des déserts. On a aussi de plus en plus de satellites, hein, c'est un peu le sujet du jour, d'aéroports, et puis il y a des lancements de ballons qui sont… On a certaines données dites in situ qu'on peut utiliser. Et en plus de ça, en parallèle, on a aussi des données dites de réanalyse climatique. Donc ça, c'est les grands centres de données qui vont rerouler justement avec toutes les informations qu'ils ont, des modèles climatiques très, très précis, et évidemment des projections, c'est le dernier point, des projections climatiques à plus ou moins haute résolution spatiale. Donc finalement, en tant qu'astronome, on a ces données-là, donc autant les utiliser pour travailler avec les climatologues. Et on est témoin du problème qu'il y a. On fait partie de ce problème-là parce qu'on voyage dans des milieux isolés pour observer, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais aussi, on subit le problème. Et c'est ça que je vais vous montrer après. Donc, il y a plusieurs impacts sur l'astronomie. Donc, j'ai fait cette étude et là, je vais vraiment me focaliser sur l'exemple de l'observatoire de Paranal, qui est situé au Chili, dans le désert d'Atacama, donc un des endroits les plus secs sur Terre après l'Antarctique. Donc, la première chose qu'on a regardée, c'est la température, parce que ça, on l'a depuis 1998. C'est la courbe rouge que vous voyez en dessous. Donc, vous voyez, il y a un offset entre les deux, entre la courbe rouge et la courbe bleue, mais c'est normal, c'est une question d'altitude. Mais la tendance est la même. Donc, depuis 1998, on a gagné à peu près 1,5 degrés. Et on sait que c'est vraiment un vrai réchauffement qu'on peut mesurer au télescope et on en subit les conséquences parce que, par exemple, le dôme que vous voyez à droite de ce télescope de 8 mètres 2, il est refroidi pendant toute la journée pour pouvoir avoir la même température que la température extérieure lorsqu'on ouvre le dôme.
parce qu'on veut éviter d'avoir des effets de turbulence avec l'air chaud qui monte, et ça fait plein de turbulences et ça brouille notre image astronomique. Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à refroidir, enfin, on refroidit trop, parce que c'est plus chaud à l'extérieur. Et en fait, le système n'était pas designé pour ça. Quand on a designé le système, conçu le système en 1998, on ne s'attendait pas du tout à avoir plus souvent de nuits qui étaient beaucoup plus chaudes que d'habitude. Ça, c'est une première chose. Et donc, on a vérifié que ces données-là corrélaient avec les données de réanalyse qui sont faites par l'ICMWF, qui est vraiment le centre européen de météorologie. Et ça colle parfaitement. Donc, la température, c'est quelque chose de très, très facile à suivre. Il n'y a aucun souci. Et donc, on a aussi regardé ce que donnaient les projections. Dans le cas du worst case scénario, c'est un des scénarios définis par le GIEC, celui où en fait, il ne se passe rien, il n'y a aucune mitigation qui est faite. On gagnerait plus 4 degrés Celsius d'ici 2100. Ça fait beaucoup. Il y a une autre chose qu'on utilise en tant qu'astronome qui s'appelle le signe. Le signe, en gros, ça te donne une évaluation de la qualité de tes observations astronomiques en termes de si le signal va être flou ou pas. Okay, donc, plus le signe est mauvais, plus l'image va être floutée. Or, nous, on veut des images qui sont très, très bien détaillées, hein, comme je vous l'ai expliqué au tout début. Ce qu'on voit sur cette courbe ici, c'est qu'il y a une augmentation de signe. C'est-à-dire que les conditions potentiellement seraient pires. On peut le comprendre un petit peu. Le sol est beaucoup plus chaud, donc l'air chaud la nuit va s'élever, hein, parce que le chaud monte et le froid descend. Ça va créer de la turbulence et cette turbulence, ce mélange, va faire qu'on voit moins bien les étoiles. Mais donc ça semblerait logique, mais en fait le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits au niveau des senseurs, donc le type de senseur, mais aussi la montagne. On a construit des télescopes à côté qui ont peut-être changé justement ces courants d'air localement. Donc on ne sait pas trop en fait à quoi c'est dû aujourd'hui, mais c'était quand même un truc que je voulais vous montrer. Mais ça commence à être de plus en plus difficile à évaluer. Par contre, en regardant justement les prédictions du GIEC, a priori, il ne devrait pas y avoir de changement. Okay. Il y a un troisième aspect que j'ai regardé, c'est le vent de haute altitude à 12 km. Donc, à 12 km d'altitude, il y a les vents qu'on appelle le courant G. C'est des vents qui sont très, très importants pour la répartition justement des climats à travers la planète. C'est essentiel. Si ces vents disparaissent, là, on n'est vraiment pas bien. Voilà. Ça donne une idée. Et ces 12 km, on les appelle les courants G parce que c'est là justement les avions volent. Hein, en haute altitude, on vole à 12 km. Et c'est pour ça que dans un sens, on va plus vite que dans l'autre. Parce que dans un sens, on est poussé par le jet stream et dans l'autre, on est contre le jet stream. Donc l'avion avance moins bien et consomme plus de carburant. Donc, ce qu'on a regardé, c'est ça. On ne voit pas grand-chose. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très, très difficile parce que c'est corrélé avec les fameuses oscillations El Niño, Southern Oscillation. Donc, en rouge, on a mis El Niño et en bas, la Niña, en bleu. Et donc, il y a peut-être une augmentation et on a lu pas mal de papiers, mais en fait, c'est hyper difficile de comprendre ce qui va arriver au jet stream sous l'influence du dérèglement climatique. Donc, ça, il y a encore quelques papiers qui sont sortis récemment, mais en fait, les gens s'intéressent souvent à ce qui se passe dans le nord et moins dans le sud, dans l'hémisphère sud, parce qu'en fait, il y a moins de continents dans l'hémisphère sud. Il y a aussi moins d'argent dans l'hémisphère sud, il se trouve que. Et donc, voilà, il y a beaucoup moins d'études qui sont faites là-dessus. Un dernier point que j'ai regardé, c'est l'humidité. L'humidité, c'est quelque chose qui est très important à la fois pour les observations visibles infrarouges, mais aussi en fait en radio et en submillimétrie. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde. Et on a peut-être une potentielle diminution, mais c'est très difficile de mesurer l'humidité dans des endroits aussi désertiques que le désert d'Atacama au Chili. Il faut des outils qui sont des senseurs qui sont vraiment très, très chers et très sensibles. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Et par contre, en regardant les prédictions du GIEC, a priori, les précipitations totales, donc c'est une façon de voir les évolutions de l'humidité, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a l'humidité relative, l'humidité absolue, etc. C'est moins 20%. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que les sites astronomiques qui sont les plus précieux aujourd'hui, oui, ils changent. Le truc le plus important dont je ne vous ai pas parlé, c'est celui-là. Je pense que là, les images sont assez claires et parlent d'elles-mêmes. C'est les feux de forêt. On sait que sous l'influence du dérèglement climatique, il y aura de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus grands. Donc, les surfaces brûlées sont beaucoup plus énormes et sont plus longs. Donc ça, je vous ai mis quelques références, hein, mais il y en a vraiment plein sur Internet. Et donc, le mont Stromlo en 2003 en Australie a disparu. Le mont Graham a été menacé à beaucoup, beaucoup de reprises. Et le mont Wilson, ça c'était très récent avec le Bobcat Wildfire. Vous avez sûrement vu les images. A vraiment menacé de très, très près cet observatoire historique. OK. Donc maintenant qu'on est bien là, qu'on est chauffé sur des choses positives, on va parler de pollution lumineuse. Donc, je vous ai mis une belle image de Paris, où nous sommes, la ville lumière.
encore vue de l'ISS. Bon, ça brille bien. Hein. Donc là, l'idée, c'est éclairer le ciel, hein, parce que c'est très utile de faire ça. Donc la présence de lumière artificielle, ce qu'on appelle la pollution lumineuse, donc pour mettre bien les définitions claires, c'est vraiment la présence de lumière artificielle qui est non voulue, intrusive, inappropriée et excessive. La pollution lumineuse, ça peut être de jour comme de nuit, ça peut être à différents niveaux, ça peut être la santé ou ça peut être une petite diode qui vous embête comme ça à clignoter sur votre coin d'œil ou un panneau de sortie de secours. Et ça peut être pour différents individus, c'est-à-dire que si vous êtes publicitaire, vous avez envie d'un truc qui flash et qui clignote de partout, et si moi je suis un peu fatiguée, je n'ai pas envie de ça. Donc, ça, vous avez la définition de l'International Dark Sky Association dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Et souvent, en fait, c'est vrai que je l'ai illustré par une photo de Blade Runner, hein, le film de science-fiction qui date un peu maintenant. C'est un indicateur des avancées technologiques de nos sociétés. Donc, souvent, on associe ça, on le voit vraiment beaucoup dans les films de science-fiction d'ailleurs, on associe beaucoup de lumière à « c'est bon, on est arrivé à des super technologies de haut niveau ». Par exemple, la sécurité perçue. Alors attention, je parle bien de la sécurité perçue et pas de la vraie sécurité, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation directe entre les deux. Les enseignes commerciales, évidemment, la qualité des infrastructures, plus il y a de lumière, mieux c'est censé être. La capacité économique, si vous êtes capable de mettre des bureaux, par exemple, et évidemment le tourisme, Paris, ville lumière. Donc, il y a plusieurs conséquences de cette pollution lumineuse qui a été par le monsieur Lacamesh Wari qui les a rangés dans plusieurs choses. Donc, il y a le halo lumineux qui va recouvrir 23% de la planète. Oui, c'est énorme. Il y a tout ce qui est éblouissement. Donc, éblouissement, ça peut être par des écrans, par des phares de voiture, donc un aveuglement temporaire ou prolongé. Il y a la surillumination. C'est typiquement les bureaux qui sont illuminés le soir, alors qu'il n'y a plus personne qui travaille sur ces lieux. Ce qu'on appelle les clutters. Je ne me rappelle plus du nom à New York, là, de cette place horrible, là où il y a plein de... Times Square, voilà. Donc ça, c'est un clutter. C'est vraiment, on connaît tous le mot cluster, hein, je n'ai pas besoin de le traduire celui-là. Voilà, donc c'est un cluster de sources lumineuses. Il y a aussi tout ce qui est intrusion lumineuse, donc typiquement les lumières de sécurité. Et quelque chose d'assez nouveau, c'est le flicker, le clignotement, qui peut être vraiment causer des vrais dégâts neurologiques. Donc il y a des conséquences énormes, essentiellement sur la santé de tout le monde, les écosystèmes, tout, et l'esthétique aussi. Pas négligeable. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, en haut à gauche, je vous ai mis une nuit de base. Si c'est très, très noir, c'est 1 à 250 millilux si vous avez la lune. Donc, je ne vais pas vous décrire ce que c'est le millilux, hein, mais c'est juste pour vous donner relativement ce que c'est. Donc, en pleine lune, c'est 250 millilux. Une route, c'est 5 à 30 lux. Le milli a disparu, c'est fait exprès. Okay, ça vous donne juste une idée de ce que c'est. Il faut savoir que la première alerte de pollution lumineuse a été lancée par un astronome en 1850. Donc, ça commence à déjà dater, hein, un peu comme les premiers rapports de 1971 sur le dérèglement climatique. Et les premières mesures réelles, pareil que pour le dérèglement climatique, ça date seulement de 1950, ça va beaucoup plus tard. Donc là, j'avais une animation qui venait de 1992 à 2020. On voyait que la lumière sur cette photo, ici, vraiment augmentait et on le voit vraiment... en voyant normalement cette image. Je vous invite à consulter, il y a plein de sites internet, dont le site de l'ESA, hein, l'Agence européenne spatiale. Ils ont vraiment plein d'images si vous voulez regarder. Je vous ai mis aussi un petit top 10 parce que j'adore faire des top 10. On a donc Singapour pour la plus puissance, avec le plus de puissance lumineuse. On a la vallée du Nil. Quand on est dans la vallée du Nil, c'est là qu'il faut aller le plus loin pour avoir un ciel nocturne qui est bien. On a évidemment la Corée du Nord et la Corée du Sud pour le plus grand contraste de lumière, et Madagascar et le Tchad pour les moins pollués en termes de pollution lumineuse. Et en 2016, il a été évalué qu'un tiers du monde ne peut pas voir la Voie lactée. Alors, les propriétés qui sont importantes, il y a deux choses dans la pollution lumineuse. Physiquement, il se passe deux choses. Il y a la diffusion par les aérosols, les molécules de l'atmosphère, et la deuxième chose, c'est la réflexion par le sol, par l'eau, par les nuages. Donc, si vous avez un lampadaire, c'est ces deux choses qui vont se passer. Le lampadaire, ça va réfléchir sur le sol, d'une part, et puis ça va aussi diffuser avec les molécules selon l'humidité, selon la composition de l'atmosphère ce jour-là. Donc, 4 choses importantes, c'est le spectre de cette pollution, donc l'intensité en fonction de la longueur d'onde, donc la couleur. Donc, dans le visible, pardon, j'ai vraiment fait ça, excusez-moi. Il y a donc très récemment, il y a eu l'essor des LED bleus avec plus de % par an depuis le prix Nobel de 2014. Petite question au hasard, hein, je vous laisse pour vous le prix Nobel et les impacts que ça a, voilà, dans la société.
Et en submillimétrique et en radio, il y a aussi une énorme pollution, dont on parle très peu, parce que là, on s'est focalisé sur la pollution, celle que nous, on peut ressentir en tant qu'être humain, mais il y a une énorme pollution dans le domaine submillimétrique et radio, avec typiquement les radars automobiles, ils en prévoient 7 ou 8 par voiture, la Wi-Fi, la télévision, la téléphonie, toutes ces choses-là. Il y a des ondes de partout, voilà, à différentes longueurs d'onde, et ça crée aussi de la pollution. Les deux spectres que je vous ai mis, c'est justement les spectres des lampes à sodium qui sont dans la rue, là, les lampes oranges, et la différence, les spectres LED, donc avec un énorme pic dans le bleu. Ce bleu qui, on sait, est très dangereux et va déranger les cycles circadiens et va beaucoup plus diffuser dans l'atmosphère. Donc, il y a vraiment tous ces effets en même temps qui reviennent. Le deuxième point, c'est la direction des observations de l'Observatoire astronomique. Donc ça, c'est illustré par l'image de la Voie lactée que je vous ai mis en dessous. Vous voyez que sur les bords, c'est-à-dire près de l'horizon, ça va être très lumineux et plus vous visez vers le zénith, donc au-dessus de vos têtes, moins vous serez affecté par la pollution lumineuse. Le troisième point, c'est la direction de la source. En fait, quand vous prenez un lampadaire, selon là où le lampadaire va émettre, ça va avoir plus ou moins d'effet justement avec cette diffusion et cette réflexion. Et en fait, il y a plus de diffusion quand la lumière est émise à 30 à 60 degrés. Il y a un autre effet auquel je n'avais pas pensé jusqu'à ce que je fasse cette présentation, c'est la polarisation. La polarisation de la lumière, donc il y a la couleur et la polarisation, c'est ça qui va définir les propriétés de la lumière. En fait, par réflexion et diffusion, il y a des effets de polarisation qui dérangent un certain nombre d'insectes, par exemple, et apparemment aussi de vent. Toutes ces pollutions lumineuses, que ce soit en radio, en infrarouge, en visible, vont affecter la sensibilité des instruments astronomiques. Ça veut dire qu'il va falloir intégrer de la lumière beaucoup plus longtemps pour capter un certain nombre de lumières, ou en fait, c'est équivalent à diminuer le diamètre du télescope. Donc, c'est ça qu'on perd au final. Donc, pour compenser ça, on va vers des sites de plus en plus isolés. Donc, en visible infrarouge, je vais vous donner l'exemple des États-Unis. On avait au début le mont Wilson dans la banlieue de Los Angeles en 1890. Puis pouf, on a bougé à Palomar, un petit peu plus loin. Là, c'est le petit point ici à droite. Et puis après, encore plus loin à Kitt Peak. Puis bon, après, on allait à Hawaï parce que ça commençait à devenir trop lumineux. Los Angeles est une des villes les plus polluées du monde, à la fois en termes de microparticules, mais aussi de lumière. Et pareil pour le submillimétrique et la radio, donc il y a une législation, il y a les fameux Radio Quiet Zones, donc des zones qui sont protégées dans lesquelles on n'a pas ni d'émetteurs, ni de transmetteurs et de receveurs. Donc par exemple, dans le projet du Square Kilometer Array qui est en cours, qui va être un énorme projet de radioastronomie, il y a toute cette zone protégée. Et cette phrase, je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais je l'ai trouvée très chouette. Elle n'est pas de moi. Et j'aurais dû mettre le crédit, mais je n'ai pas réussi à la retrouver, excusez-moi. C'est en 1 microseconde, des photons qui ont voyagé des milliards d'années disparaissent. C'est un peu triste quand même. Voilà. Donc, on va passer au sujet du jour. J'ai toujours du temps ou pas? D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, on va parler de la pollution, pour qu'on ait, mais de toute façon, ce n'est pas très rare parce qu'il y a 3 autres personnes qui vont discuter de ce sujet. Donc, moi, je vais encore une fois juste vous donner les clés pour les études qui ont été faites pour les astronomes professionnels. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je remercie mes collègues, en particulier Philippe Zarka et Olivier Hainaut, de m'avoir autorisé à transmettre les travaux qu'ils avaient faits. Il n'y a pas que eux, il y en a d'autres. Je voulais juste faire un point. Quand on parle de pollution lumineuse du ciel vers la Terre, il y a aussi l'aviation civile. Je n'ai pas eu le temps de compléter. Mais voilà, il y a 180 000 vols par jour dans le monde, commerciaux, entre 12 000 et 15 000 par instant dans le ciel. Et puis après, évidemment, nous, on est à un certain point. Donc, il aurait fallu que je retire pour dire qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 8 avions à un moment donné à Paris dans le ciel. Mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est juste pour vous, pour garder en tête qu'il y a cet aspect-là aussi. Maintenant, passons. Satellite artificiel. Encore une fois, la définition, c'est un objet créé et lancé par l'humain qui gravite autour d'un corps céleste, donc une planète, une lune, un soleil, n'importe quoi. Voilà. Donc le premier, je vous l'ai mis tout à l'heure, le 4 octobre 1957, Sputnik par l'URSS. Et aujourd'hui, depuis sur là, il y a 1900 satellites en orbite, depuis de 40 pays, en principal les États-Unis, la Chine et la Russie. Ces satellites artificiels sont rangés par différentes orbites. Donc il y a les fameux LEO, les Low Earth Orbit, qui sont entre 300 et 2000 km d'altitude, qui vont concentrer 63% des satellites qu'il y a aujourd'hui. Ensuite, il y a les Mid-Earth Orbit, entre 2000 et 36 000, qui vont concentrer 6%. Et ensuite, les orbites géostationnaires ou plus haut. Donc là, il y a 29% des satellites qui vont être au-dessus de 36 000 km. Pour vous donner un ordre d'idée, le Hubble Space Telescope est à 540 km, la Station spatiale internationale à 400 km plus ou moins des brouettes. Et le Taichung Space, donc c'est la station spatiale, pas du tout internationale, du coup elle est chinoise, excusez-moi, qui est à 340 km.
Et donc, vous voyez sur ce graphe là en bas, vraiment l'évolution. C'est marrant, toujours cette exponentielle qui va vers le haut, on la retrouve tout le temps, quoi. Donc, cette évolution du nombre d'objets qui entourent la Terre. Un satellite, finalement, on peut le déconstruire en plusieurs petites choses. Donc, il y a la structure, évidemment. Ensuite, il y a un système de télémétrie pour justement savoir exactement la distance par rapport au sol terrestre, une source d'énergie, un contrôle thermique, parce que quand on est côté soleil ou pas côté soleil, on se prend un sacré gradient de température, et un contrôle de l'altitude et de l'orbite. Donc ça vous dit les parties principales qu'il faut qu'un satellite ait. Ce qu'on appelle les constellations de satellites, c'est des groupements de satellites artificiels qui vont travailler ensemble et qui vont avoir une couverture globale de la Terre, permanente ou pas. Donc il y en a plusieurs exemples. Il y a le GPS que vous connaissez tous, Galileo, les Iridium pour la télé. Et ce qu'on appelle les méga-constellations, c'est justement le sujet du jour, avec souvent, c'est des fournisseurs Internet pour le fameux Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés. Donc, Alexa, amène-moi une bouteille de Coca-Cola pour mon diabète, des trucs comme ça. Excusez-moi, je devais faire la blague, qui n'était pas très drôle pour les gens qui souffrent de cette maladie. Excusez-moi. Donc, ceux-là, ils sont mis en orbite LEO, donc Low Earth Orbit. Ah, c'est bon, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a assez peu de latence de transmission entre l'émission et la réception donc pour avoir une bande passante élevée. Donc, ça multiplierait par 10 le nombre de satellites qu'il y a aujourd'hui. Et dans le scénario le pire, il y aurait à peu près 100 000 satellites d'ici 2050 qui seraient placés, mais ça dépend des demandes qui sont en cours. Donc, je vous ai mis à droite d'une publication récente dans le ESO Messenger, donc le magazine de l'Observatoire européen austral, où justement, ils ont recensé avec les altitudes le nombre de satellites et les différentes entreprises responsables de ces satellites, donc pour un total de 78 265 satellites. Donc, c'est essentiellement le secteur privé, mais il y a aussi quelques agences nationales comme l'Inde et la Chine. En particulier Starlink, donc je fais un petit topo rapide vu que je suis la première à passer. Donc, c'est de Elon Musk. La construction, c'est SpaceX de Elon Musk. Le lancement, c'est la Falcon 9 de Elon Musk. Et c'est évidemment opéré aussi par la même entreprise, par Elon Musk. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. C'est des petites choses assez plats. Donc là, on en voit un stack dans la Falcon 9, justement, dans la coiffe de la fusée. Donc, ils peuvent en stacker en empiler, pardon, jusqu'à 60 dans cette coiffe. Donc, ça a apparemment la taille d'une petite table, mais je n'ai pas réussi à trouver la taille, mais ça fait 260 kg. En fait, ici, vous voyez les 4 carrés gris, c'est les 4 antennes, donc avec 20 à 40 millisecondes de latence. Il y a un panneau solaire qui va être perpendiculaire comme ça, qui se déploie en fait une fois que les petites choses sont dans l'espace. Et il prévoit pour ça 1 million de stations au sol. Parce que oui, quand on a un satellite, ça veut aussi dire qu'on a quelque chose au sol pour faire la communication avec. La durée de vie est de 1 à 5 ans. En fait, ce n'est pas du tout beaucoup. Hein. Bon, les trottinettes électriques, c'est pire, c'est 3 semaines, hein, mais c'est quand même pas beaucoup, 1 à 5 ans. Et on en a, donc eux, ils prévoient, SpaceX, d'en mettre 2000 à 8000 par an. Ah oui, parce qu'aussi, il y a la fusée qui monte et tout ça, ça ajoute au bilan carbone. Enfin, c'est très rigolo, tout ça, tout se recoupe en fait, c'est marrant. Et donc, aux USA, l'abonnement coûterait à peu près 99 $ par mois. Donc, je vous laisse méditer sur cette somme. OK, donc maintenant, l'impact sur l'astronomie. Quand vous pensez à ces unités, donc ce que je vous ai montré, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder qui sont importantes pour nous, pour les astronomes. Donc, je pense que Taris en parlera encore mieux après, mais donc moi, je voulais vraiment faire un résumé. Donc, il y a l'altitude de ces satellites, parce que selon l'altitude, ça va avoir un effet sur la densité par unité de surface. Donc, quand vous observez combien de satellites vous allez voir dans votre champ de vue. Évidemment, la taille, pour savoir si vous résolvez le satellite, si ça ressemble à un carré ou si c'est juste un point lumineux. La vitesse de déplacement qui est liée en fait à l'altitude de ces satellites, pour en fait savoir quel temps de pause vous avez besoin pour… Est-ce que vous verrez un trait comme les photos qu'on a montrées tout à l'heure, ou est-ce que vous ne le verrez pas, etc. Ou est-ce que vous verrez des trucs clignotés. Il y a l'albédo, en fait, c'est la réflectance, donc la brillance. Donc, est-ce que ça va saturer les instruments dans le cas où c'est très, très brillant? Mais la température, donc cette fois, c'est la brillance, mais en émission, pas juste en réflexion comme avant. Et donc, l'impact sur les bandes d'observation en infrarouge. Et aussi les bandes de transmission avec les stations au sol. Donc, cette fois, on est sur l'impact dans les bandes d'observation en radio et en submillimétrie. Donc, vous voyez, en fait, à peu près à tous les niveaux, l'astronomie va être touchée. Dans le visible, dans l'infrarouge et dans le radio-submillimétrique. Et enfin, la puissance de transmission de ces bandes de transmission pourrait, si c'est mal dirigé, si le beam est mal dirigé, saturer en plus de faire du bruit. Donc, ce que j'ai vu c'est que globalement, mais je pense qu'on ira plus en détail là-dessus après, il y aura à peu près 1 satellite par degré carré. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, la Lune dans le ciel, c'est à peu près 0,5 degrés carrés. Et donc, si la magnitude
de ces satellites est dite de 3. Ça ne veut pas forcément dire beaucoup de choses à tout le monde, magnitude de 3, mais bon, on ne verra plus que 172 étoiles qui sont plus brillantes dans le ciel, alors qu'à l'œil nu, on devrait être capable, sous un bon ciel, d'en voir à peu près 2500, 3000. Donc, il y aurait à peu près 10 satellites visibles à l'œil nu en chaque instant dans le cas le plus critique. Évidemment, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Voilà. Donc, pour l'astronomie visible infrarouge, parce que je pense qu'il faut que je finisse bientôt, donc il y a plusieurs méthodes. Il y a une approximation géométrique, de juste en gros prendre une sphère et de se dire OK, combien on en a à chaque endroit. Il y a des simulations numériques où cette fois on dit OK, on place là un satellite. Enfin, on fait vraiment la constellation et on regarde nous où on est, qu'est-ce qu'on voit, et des simulations analytiques en disant juste bah, alors il y en aura beaucoup plus à cet endroit-là et moins à cet endroit-là. Mais là, la simulation qui a été faite par notre collègue Olivier Hainaut de l'Observatoire européen austral, donc ici, vous avez la position de Paranal. Et en fait, sur tous les satellites de constellation en rouge, dans le cas le pire, on verra, entre guillemets, que ceux qui sont marqués ici en bleu. Parce que c'est ceux qui seront au-dessus de l'horizon pour Paranal, c'est ceux qui seront illuminés par le soleil, donc qui réfléchiront, mais aussi ceux qui doivent avoir une magnitude suffisante pour qu'on puisse les voir. Okay, donc les classes scientifiques qui vont être affectées par ces points bleus, c'est tout ce qui est événement transient, donc par exemple quelque chose qui arrive soudainement, donc une différence si on regarde un champ d'étoiles et puis tout d'un coup il y a un point brillant qui s'allume. La détection des Near Earth Objects, donc tout ce qui est météorite, astéroïde, pardon. La présence de trails, hein, comme on a montré tout à l'heure, c'est l'affiche même de cette conférence. Donc ça peut poser vraiment un problème, en particulier dans la calibration des instruments. Et tout ce qui est, donc c'est aussi un phénomène transitoire, en fait, les éclipses et les transits. Hein. C'est quand justement, cette fois, le satellite ne va pas briller, mais il va passer devant une étoile. Donc, il va éclipser l'étoile de fond. Donc, plusieurs exemples qui ont été donnés dans les publications qui ont été faites jusqu'à présent, c'est le Vera Rubin télescope, qui va en fait toujours avoir simultanément 4 satellites dans son champ, qui est de 3,5 degrés carrés, hein, le champ sur le ciel. Donc, je vous ai dit, la Lune, c'est un demi-degré carré. Le VST, 1 à 2 par champ, et Pan-STAR, 8 par champ. Et en fait, ça va être un peu compliqué de gérer comment retirer ces satellites du champ. Ensuite, rapidement, dans le domaine submillimétrique, donc il y a une étude qui a été faite pour voir ce que ça donnait sur le ALMA, sur un grand interféromètre en submillimétrique qui a donné des résultats incroyables et qui a fait partie de l'Event Horizon Telescope, donc qui a fait l'image du trou noir. Donc, ça va ajouter un bruit de fond additionnel, en particulier dans les longueurs courtes, grand bande 1. Et en fait, le problème principal, c'est que ce bruit ne va pas forcément être homogène. Parce que ça aurait été un bruit blanc, on pourrait plus ou moins le filtrer. Mais là, en fait, c'est un bruit qui va tout d'un coup arriver, repartir, arriver dans... Donc, on ne connaît pas la densité de probabilité de ce bruit, et ça risque d'être gênant. Et un autre exemple, je vous en ai déjà parlé, c'est le Square Kilometer Array. C'est vraiment un énorme projet international, c'est le futur de la radioastronomie. Et là, en fait, ça pose plus de problèmes. Dans certaines bandes, il y aura 70%, dans le cas worst, le pire, il y aura 70% de temps d'exposition qui sera perdu. Donc, une réduction finalement de la sensibilité de 70%. Parce que finalement, c'est comme si ça décroissait le diamètre de votre télescope, mais c'est aussi, sinon, vous pouvez rattraper, compenser ça en intégrant plus de photons. Et s'il y a vraiment trop de satellites, ça peut arriver qu'il y ait une perte totale. Donc, ça peut être vraiment compliqué. Et comme c'est certaines bandes de fréquences, en fait, ça va affecter tout ce qui est observation de certaines molécules organiques complexes, qui sont vraiment intéressantes à la fois dans notre galaxie, mais aussi dans les disques protoplanétaires, parce que c'est les briques de la formation de la vie, etc. Donc, c'est je vais y arriver, j'ai perdu le truc. C'est des questions scientifiques vraiment importantes. Donc, a priori, il n'y aurait pas de propagation directe. Hein, vraiment, le satellite qui arrive et bam, il vise le télescope, le radiotélescope. Donc, heureusement, sinon ça cramerait complètement les instruments. Mais par contre, il peut arriver qu'il y ait des fuites, en particulier parce que quand on transmet dans un cône de transmission, disons-le comme ça, en fait, il y a aussi d'autres endroits autour de ce cône-là qui vont émettre de la lumière dans le domaine radio. Donc, ces potentielles fuites peuvent être puissantes parce qu'il y a beaucoup de puissance qui est envoyée. Et en plus, ces ondes de fuite peuvent rebondir, ou même les ondes principales peuvent rebondir. Ça, c'est des choses qui ont été avérées, qui ont été observées. Donc oui, ça va être un problème aussi dans le domaine radio et submillimétrique. Donc là, je voulais juste prendre 3 secondes de réflexion pour ce côté toujours plus. En astronomie, en fait, on a aussi ce problème en astronomie professionnelle de toujours plus. Toujours plus de données, toujours plus de proposals, toujours plus de conférences, toujours plus de Zoom meetings, toujours plus de papiers, toujours plus, toujours plus. C'est bon, je vous ai laissé 3 secondes. Elles étaient courtes. Voilà. Et donc, je vais finir là-dessus. Sur ce paradoxe, je ne sais pas si c'est vraiment juste
quelque chose, c'est on a des images qui sont extraordinaires. Donc, celle en fond, c'est une image du Space Telescope Hubble. Et on a des images des confins de l'univers, mais finalement, avec nos yeux, on n'est plus vraiment capable, enfin capable dans le sens où on n'a plus l'occasion de vraiment vivre ça. Et on a une déconnexion avec ce que le ciel nous présentait, et puis en même temps, on a cette connexion extrême, mais virtuelle. Et l'image à droite, c'est une image qui est absolument incroyable, prise par une collègue, Myriam Benisti, il y a très peu de temps, qui montre un système planétaire en train de naître. Le petit point que vous voyez dans le cercle, c'est potentiellement une future lune en train de se former autour d'une bébé planète. Donc c'est une photo absolument extraordinaire. Et encore une fois, voilà, on regarde des exoplanètes, on voit des planètes en formation, et pendant ce temps, la concentration en carbone en atmosphère, elle continue. Voilà, je vous remercie de votre attention.